Vous avez écouté le professeur Martineau, qui va vous présenter une première mondiale qui a été réalisée à la paix, qu'il va vous raconter. Et à l'issue de sa présentation, vous saurez qui sont les 4 parmi les 6 qui ont été retenus. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui sont debout, est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Merci bien. Je demande donc maintenant au professeur Emmanuel Martineau de venir me rejoindre, chef de service de chirurgie thoracique et vasculaire à Avicenne. Professeur Martineau, vous allez donc nous présenter cette première mondiale. S'il vous plaît, ceux qui sont au fond, est-ce que vous voulez bien vous asseoir, je vous prie? Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, messieurs, mesdames les directeurs, directrices, mesdames, messieurs les cadres, je remercie bien sûr ceux qui m'ont invité aujourd'hui, en particulier monsieur Chanson, directeur de la communication, et monsieur Marchand-Harvier. Juste un petit mot, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être devant autant de cadres. Et sans faire de démagogie, c'est vrai que c'est très très important de vous avoir. Un petit mot bien sûr pour les 2 cadres du GH, et en particulier de mon service et du pôle. Donc Madame Villain, cadre de pôle, et Madame Seguin, donc la cadre de proximité. Un petit mot pour dire quelle est l'importance pour nous justement des acteurs et des cadres de proximité. Voilà, donc c'est vrai que le 20 mai de cette année, 20 mai 2018, c'est pour nous, en tout cas pour toute l'équipe, un moment très important, puisque après 20 années de recherche, et c'est une première notion, c'est-à-dire que tout est long, je pense qu'on m'a invité aujourd'hui, non pas pour dire que tout va mal, mais pour essayer de développer quelques valeurs positives, en particulier pour la PHP. Donc après 20 années, c'est long, nous publions cet article dans le JAMA, et au même moment, nous présentons donc à l'ATS, qui est le congrès américain de la spécialité. Alors juste, parce que je pense qu'il y a très peu de spécialistes de la question dans la salle, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu un paradoxe, puisque on sait très bien remplacer quasiment tous les organes, le poumon, le cœur, le foie, les reins, et on ne sait pas remplacer ce tube qui est la trachée. C'est un peu un paradoxe, et de nombreuses équipes travaillent depuis très très longtemps sur ce sujet. Alors au début on a essayé avec des prothèses synthétiques, ensuite des bioprothèses, des allogreffes trachéales, des autogreffes, et enfin plus récemment on essaye de recréer des organes à l'extérieur du corps humain ou à l'intérieur en utilisant ce qu'on appelle les techniques de bio-ingénierie. Alors, vous voyez ici, finalement, remplacer les voies aériennes peut avoir un intérêt pour les cancers étendus de la trachée, comme vous le voyez ici. On n'a pas de solution aujourd'hui, c'est-à-dire que les traitements sont uniquement palliatifs, ou dans la chirurgie du cancer bronchopulmonaire pour éviter l'intervention la plus meurtrière à froid, toute spécialité confondue, c'est-à-dire l'ablation complète du poumon, la pneumonectomie. Alors c'est vrai, moi j'étais à l'époque jeune interne, en fin d'internat, c'était en 1997, j'avais monté un projet avec cette solution, c'est-à-dire utiliser finalement une matrice d'aorte, de l'aorte, pour remplacer la trachée. Ça paraissait un petit peu surprenant, et c'est là finalement que, écoutez, à 2 mois de mon master, j'avais demandé une année de mobilité, justement. Et à 2 mois du master, j'avais toujours pas de laboratoire, pas de financement, etc. Et je me suis dit, je vais aller voir le plus grand patron pour moi de la PHP, le professeur Alain Carpentier, qui avait un gros service à Brousset avec un laboratoire et dont on sait bien sûr, dont on connaît toutes les innovations jusqu'à récemment, le Carmat. Et c'est vrai que c'était pas trop son domaine. Et il m'a accueilli à bras ouverts dans le laboratoire en me disant, la seule chose qu'il m'a dit d'ailleurs, c'est « au travail ». Bon,
D'accord, on y va. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a montré? Alors, il nous a fallu 11 ans, ça paraît très long, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, dans un premier temps, qu'il était possible de remplacer la trachée par des autogreffes aortiques, c'est-à-dire qu'on prenait les aortes, en l'occurrence c'était des brebis, pour les transplanter au niveau de la trachée. Ensuite, on a pris des allogreffes, on prenait des aortes d'autres brebis. Et enfin, des allogreffes aortiques cryopréservées, aortes de banque. On a à la PHP 2 banques de tissus où on a à disposition 24 heures sur 24 des allogreffes aortiques cryopréservées, essentiellement pour la chirurgie vasculaire. Mais là, c'était une nouvelle indication. Alors, pendant ces 11 années, on a démontré non seulement que c'était faisable chez l'animal, mais aussi on a observé des phénomènes incroyables, c'est-à-dire on a vu sur cette matrice d'aorte se régénérer des cellules venant des berges de la trachée native pour l'épithélium, la couche la plus superficielle, et cellules venant de l'individu lui-même, essentiellement de cellules souches mésenchymateuses pour le cartilage. Ces résultats favorables nous ont permis d'accéder aux premières applications cliniques dans le cadre d'une étude prospective contrôlée donc par une unité de recherche clinique avec les indications dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir les lésions trachéales en impasse thérapeutique et les lésions trachéobronchiques afin d'éviter la pneumonectomie. Là aussi, je rends hommage, et c'est ça, la PHP, vous avez vu, des labos de recherche, des grands patrons, et aussi dans nos URC, des gens exceptionnels, comme Éric Vico, parce que là aussi, vous allez dire, il a du mal à trouver des moyens, celui-là, mais là aussi, je n'avais pas vraiment de moyens pour financer cette recherche, et à mon avis, sans Éric Vico, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. La technique chez l'homme est celle que nous avions démontrée, dont nous avions démontré la faisabilité chez l'animal, c'est-à-dire qu'au début, il y a une résection, que ce soit au niveau bronchique ou trachéal, et ensuite, il y a une reconstruction en utilisant donc une allogreffe aortique cryopréservée de la banque des tissus de la PHP. On place à l'intérieur un stent, bien sûr, puisque l'aorte est élastique et n'a pas la rigidité au départ. On place autour du greffon un lambeau musculaire et on n'utilise pas d'immunosuppresseur, et ça, c'est un point clé de la technique. Alors, le critère de jugement principal était la mortalité à 90 jours. On a étudié aussi la morbidité, et en fait, on a étudié les patients, on les a suivis jusqu'au 2 novembre 2017. Et vous allez le voir, un patient qui a été suivi pendant 7 années et 1 mois. On a pu aussi, pour 2 d'entre eux, faire des prélèvements sur le greffon régénéré, en particulier sur le cartilage. Alors tout ça, c'est très précieux. Pour certaines raisons, on a pu le faire chez 2 malades et soumettre ces prélèvements à des études soit histologiques, soit de chimérisme. Donc en fait, 20 patients opérés entre 2009 et 2017, grosso modo, 5 pour des lésions en impasse thérapeutique, un patient qui avait une lésion très centrale et 14 patients qui avaient un cancer bronchopulmonaire, avec des résultats marqués par quand même un décès, ce qui nous a fait une mortalité à 90 jours de 5%, et aussi bien sûr une morbidité avec des complications graves, mais non fatales. Ce qui a été très important dans cette série, c'est de montrer que finalement, nous avions aucune complication liée directement à l'utilisation de cette nouvelle technique. Voilà. Nous avons aussi dû gérer certaines complications liées au stent en gérant ces complications en endoscopie interventionnelle par la bouche sans jamais aucune réouverture. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés jusqu'à 7 ans et 1 mois de suivi avec 10 patients en vie qui respiraient par les voies naturelles. Il faut savoir quand même que certains étaient venus en impasse thérapeutique après parfois 25 interventions, certains venaient de province, et nous avons pu obtenir 10 patients qui respiraient par les voies naturelles et sans stent. Nous avons pu enlever donc les endoprothèses avec une moyenne de 18,2 mois. Si on a pu enlever les endoprothèses, ça veut dire que comme chez l'animal, nous avions une régénération
de cartilage, et ça n'avait jamais été observé. Avec les études histologiques chez les 2 patients, nous avons démontré qu'il y avait une régénération d'épithélium et de cartilage. Ça, c'est un film qui a été préparé donc avec l'équipe du JAMA. Bon, je pense que vous êtes tous à peu près, parce qu'on s'inquiétait qu'il n'y ait pas de malaise dans la salle, mais a priori, je pense que vous venez tous quand même du milieu. Donc voilà, ça c'est un des patients. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire quand on a enlevé les stents, c'est vrai que moi je savais que c'était possible chez la brebis. Chez l'homme, je ne m'attendais pas à voir ces phénomènes de régénération, et vous voyez que ça c'est la trachée native. Ce qu'on a vu au départ, en fait, c'est toute la trachée où était placé le greffon, ici, vous voyez. Alors bien sûr, hein, c'est moins parfait que la trachée des origines, mais en tout cas, elle fonctionne. Alors je vais passer sur la bronche parce que le temps défile. Simplement, donc, pour discuter tout ça, on a démontré la faisabilité. C'est un domaine, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, qui a été ces dernières années très, très débattu, en particulier avec des travaux faits au Karolinska à Stockholm. On a, et c'est la raison pour laquelle je pense ce papier a été publié dans le JAMA, suivi avec Éric Vico toutes les recommandations internationales pour l'innovation chirurgicale. Aujourd'hui, ça a un intérêt qui peut être important pour les malades en impasse thérapeutique. Et c'est vrai que là, j'ai une vingtaine de patients qui viennent d'un peu partout depuis la publication. Alors toujours en attente, hein, parce qu'on attend justement la validation éthique pour la 2e partie. On a une vingtaine de patients qui attendent justement pour cette indication. Alors on a le temps, hein, il y a des patients qui parfois ont une trachéotomie depuis, là j'ai un fleuriste, depuis 25 ans. Voilà, qui est venu en disant peut-être il y a quelque chose à faire, et en effet, on aura peut-être quelque chose à faire. Ça peut être intéressant aussi dans la chirurgie du cancer bronchopulmonaire afin d'éviter, comme je l'ai dit, l'ablation complète du poumon. On travaille encore beaucoup, alors selon 2 axes. Il y a l'axe clinique. Donc bien sûr, on va continuer les études par sous-groupe de patients, mais il y a aussi tout un axe de recherche plus fondamental. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît fou quand même d'avoir finalement une régénération de cartilage sur un tissu qui n'est que de l'aorte. Et là, on a beaucoup de travail, on s'associe actuellement avec des immunologistes, des biologistes, voilà, qui travaillent pour la plupart à la PHP ou dans nos universités. On a montré, donc je vous l'ai dit, la régénération de l'épithélium et du cartilage chez l'homme. Aujourd'hui, notre hypothèse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en 1994, pour ceux qui étaient, enfin, regardez un peu les informations, etc. En 1994, il y a une photo qui a fait le tour du monde. C'est une oreille qui a été régénérée sur le dos d'une souris. Et c'est vrai qu'à cette époque, on pensait qu'on allait régénérer tous les organes. Et on disait, dans 20 ans, on y est aujourd'hui, on saura, finalement, on aura dans les banques de tissus, du poumon, un foie, un rein, etc. On s'est aperçu que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et l'intérêt de cette technique, c'est finalement, on recrée la structure in vivo. C'est-à-dire, on pensait qu'on allait utiliser finalement ce qu'on appelle des bioréacteurs, recréer des organes en dehors du corps humain. Avec ce type de technique, on apporte une matrice sans doute idéale, et la régénération, l'individu participe aussi à cette régénération. On pensait au début que finalement ce greffon n'avait qu'un rôle mécanique. On sait aujourd'hui, même après 10 ans de cryopréservation, c'est-à-dire pendant 10 ans le greffon qui a été prélevé dans le cadre des prélèvements multi-organes, après 10 ans, ce greffon, quand il est ressorti, préservation à -80, eh bien il y a encore des cellules qui sécrètent. Et c'est sur ce sujet qu'on travaille beaucoup avec les immunologistes pour essayer de comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres techniques qui sont en parallèle de la nôtre. Finalement, celle-là est vraiment la plus simple, puisque dans les autres, il faut utiliser le bioréacteur externe. Dans d'autres techniques, il faut implanter le greffon dans l'avant-bras sous immunosuppresseur. Enfin, c'est assez compliqué. La nôtre semble assez simple. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de voies de recherche pour l'avenir.
Alors, c'est vrai que quand je présentais, il y a eu un avant et un après JAMA, hein, ça c'est clair. Quand je présentais tout ça en congrès avant, c'était souvent assez difficile. Il y avait toujours dans les salles, même dans les congrès internationaux, des gens pour se lever, pour un peu critiquer, etc. D'ailleurs, souvent, ce qui est assez étonnant, petite parenthèse sur les Français, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand on présente une innovation aux États-Unis, il n'y a personne qui va se lever dans un congrès international, un Américain, pour dire que c'est pas bien. Le seul qui se lève dans un congrès international sur une présentation d'un Français, c'est un Français. Bon, bah c'est comme ça, mais voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et on a des collaborations qui s'annoncent un peu partout. En Chine, enfin dans tous les pays d'Europe, etc. Et je pense que les séries vont se densifier assez rapidement. Alors, pour conclure, c'est un travail, bien sûr, d'équipe, hein, et je pense que c'est vraiment le lieu pour remercier toutes les équipes. C'est-à-dire que si dans nos blocs opératoires, il n'y a plus personne, eh bien, on ne pourra pas faire tout ça. Si dans les services également, il y a des difficultés, on ne pourra plus faire tout ça. S'il n'y a plus de cadre de proximité, de secrétaire, etc., nous ne pourrons plus faire ce qui est finalement la mission de la PHP, en lien avec, bien sûr, l'université, c'est innover. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup, j'étais là cet après-midi, on a beaucoup parlé d'innovation. Il y a l'innovation managériale, comme je l'ai vu. Il y a l'innovation médicale, chirurgicale. Je pense que c'est une des grandes missions de l'AP. Et à mon avis, si on est tous là ce soir et attachés à l'AP-HP, c'est que justement, à mon avis, l'innovation est quand même au cœur de notre intérêt. Alors, on remercie bien sûr toutes les équipes paramédicales, mon équipe médicale, puisque sans eux, bien sûr, je ne ferais rien non plus. D'ailleurs, j'ai monté mon équipe à travers ce projet. C'est à travers ce projet que les jeunes chirurgiens sont venus travailler dans l'équipe. Professeur Alain Carpentier, professeur Vico. Et je terminerai par tous les collègues, enfin, à l'époque, c'était plutôt mes patrons, qui ont, sur notre GH, donc à l'hôpital Avicenne, œuvré en particulier pour le thorax, comme le professeur Dominique Valère. Il y a beaucoup d'autres, Yves Cohen, Georges Feban, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont œuvré pour que finalement on puisse aussi, quel que soit l'endroit où on se trouve, faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai, si je pouvais conclure, bien sûr, on remercie tout le monde. C'est pas toujours facile aujourd'hui, ça c'est clair. Hein. Je pense que ça a été bien débattu aujourd'hui dans la plupart de nos hôpitaux, mais c'est ce que j'essaye de dire aux équipes, à mon équipe, quand il y a des difficultés, etc. C'est pas en ruminant que tout va mal que finalement on va faire avancer les choses. Et je pense qu'il faut sortir, à mon avis, de cette espèce de rumination où tout le monde du matin au soir dit que ça va mal, et essayer de continuer en tout cas nos projets, chacun, que ce soit au niveau, on l'a vu tout à l'heure dans la recherche pour les infirmières. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'études justement paramédicales, alors que c'est un champ tout à fait passionnant, que chacun puisse justement œuvrer pour l'innovation dans les différents services, médecins, chirurgiens, etc. Et on attend bien sûr beaucoup des directions pour cela. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. J'ai bien aimé votre remarque sur le tropisme bien typiquement français de quand ça ne va pas, on vient tout de suite voir ce qui va, voir ce qui va mieux. Du coup, ça m'amène à la seule question que je voulais vous poser, mais qui me semble être une question essentielle. Pourquoi est-ce que finalement seule une structure comme la PHP pouvait permettre une telle première mondiale? Qu'est-ce qui fait que c'est à la PHP et pas ailleurs qu'on peut réussir ce type d'aventure extraordinaire que vous nous avez montré, c'est-à-dire ce mélange de technique, d'humain, d'innovation, de réflexion? Qu'est-ce qui fait que c'est à la PHP et pas ailleurs qu'on peut le faire? Alors bon, j'ai un peu répondu à la question, hein, mais ce qui fait ça, c'est quand même des gens extraordinaires à tous les niveaux. Il y a quand même des moteurs, des gens, justement, je l'ai dit, hein, qui ont envie d'innover. Quelque part, en fait, on voit les parcours, et je pense que c'est pour chacun d'entre nous la même chose. Il y a des rencontres. Et c'est vrai que dans une densité comme la PHP,
Moi, je suis persuadé que dans tous les moments difficiles en fait, de mon cursus, j'ai toujours rencontré, alors j'ai eu peut-être de la chance, des gens importants, c'est-à-dire professeur Alain Carpentier, mais je suis allé frapper à la porte, je ne connaissais pas. Éric Vico, qui m'a dit, bon écoute, tu n'as pas les moyens, je vais me débrouiller, on fait ton étude, etc. Sur place, professeur Valère, qui a tout fait pour que je reste là, malgré quelques propositions, etc. Donc là, il y a une première valeur. Une deuxième valeur qui est très très importante aujourd'hui, c'est l'articulation avec les universités. S'il n'y a pas d'articulation avec les universités, les labos de recherche, etc. Bon, sur le GH, on a un nouveau labo justement orienté thorax, labellisé INSERM. Écoutez, on n'a pas ça. Et je crois malgré tout, il y a quand même une densité de compétences à tous les niveaux qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, va perdurer, et est capable de générer ce genre de choses un peu à tous les niveaux. Mais il faut continuer. C'est vrai que c'est difficile. Là, tout est édulcoré comme ça paraît tout simple, mais ça a été un enfer. Ah, quand même. Un véritable enfer, je vous le dis. Bon, voilà, donc il faut y croire. Et puis, voilà, une petite dose d'optimisme. Et on va y arriver. Merci beaucoup, professeur. Bravo à vous. Merci pour la première mondiale.